Allez, c'est parti. Voilà, voilà. Bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous qui nous recevez. Hop, on va se mettre. Alors, je ne sais pas si vous les voyez en damier comme moi, parce qu'il y a toujours les différences entre les réglages individuels et les réglages pour tous. Si jamais vous ne voyez pas tout le monde, vous avez un petit damier en haut à droite qui doit vous permettre, vous aussi, de changer le mode d'affichage et de voir tout le monde en même temps dans ce cas-là. Donc on est peu. On est peu et donc, Une fois n'est pas coutume, on va faire les présentations puisqu'on est en petit groupe. Ça vous va, hein? Donc, moi, c'est Jean-Luc, c'est bon, ça fait 3 semaines que vous me voyez. C'est Christophe, là, ça fait 10 ans que vous le voyez. Voilà, je ne me présente plus, Christophe Jourdain de la région. Je ne me présente plus, mais je me présente quand même. Voilà. Voilà. Communauté. Et puis, donc, avec nous eh bien, on va commencer par Maxime, puisqu'il était là le premier. Donc, on va rester dans cet ordre-là. Donc, bonjour, Maxime Cruzel, chargé de mission digitalisation au CFA 3 IFA à Alençon. Voilà. Ensuite, on a François Régis qui est avec nous. Alors, attention à ne pas les confondre, hein. Non pas à cause du book, mais… Donc, François Régis Hamel, moi je suis formateur à l'IFA Marcel Sauvage à Mont-Saint-Aignan, banlieue de Rouen, et en même temps, je travaille à la cellule de coordination et de développement pédagogique de l'IFA. Voilà, donc IFA et 3 IFA, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Bertrand nous a rejoint. Alors Bertrand, on va être obligé de lui tamponner sa carte de membre perpétuel. Hein. Vous avez une entrée gratuite. Merci Bertrand. Mais merci, ça fait plaisir d'avoir aussi des personnes qui sont là régulièrement. Oui, oui. Donc Bertrand Livry, je suis responsable pédagogique à Récif, une structure associative. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. D'accord. Une structure associative sur le Havre. Donc, responsable pédagogique, je m'occupe aussi de plusieurs secteurs en tant que coordo. Et puis, j'ai un gros chantier depuis 3 ans, c'est l'accompagnement numérique des équipes et l'accompagnement que nous avons mis en place déjà, ça fait maintenant 3 ans. Voilà. Ok. Récif, juste pour notre info, vous êtes plutôt sur quel type de formation, quel type de public? Alors, on est sur la formation. Alors, on a 2 gros secteurs chez nous. La formation linguistique, ouais. D'accord, donc le niveau A1, A2. Et puis après, nous sommes sur des formations d'accompagnement au projet professionnel. Donc, et puis, on a aussi un secteur, enfin, les trois secteurs finalement. Le troisième, c'est tout ce qui est lié aux compétences socles. Voilà. Les CAP langue française et le CAP lire, écrire, compter. Voilà. Ok, d'accord. Ok, super, merci Bertrand. Voilà, on aura eu le temps de faire connaissance au moins aujourd'hui. Marie-Odile, si vous voulez bien. Marie-Odile Lécuyer, je suis formatrice en insertion chez Fodeno au Havre. D'accord, bien 2 Havrais déjà. Merci, super. Béatrice est avec nous aussi aujourd'hui. Oui, bonjour. Donc, Béatrice de Noël-Perrier, je suis formatrice à l'IRFA à Hérouville-Saint-Clair, donc à côté de Caen. Très bien. D'accord. Ok, parfait. Eric, je ne sais pas si votre micro là est coupé. Je ne sais pas si vous pouvez l'activer, si vous avez… Oui. Ça y est, c'est fait. C'est fait, voilà, on vous écoute. Ok, donc Eric Mazur, donc moi je suis RPU, donc référent pédagogique unique sur le dispositif CAC chez Adéquation Développement à Rouen. Et je suis également donc référent pédagogique sur le dispositif Hashtag Avenir qui est en train de se mettre en place là depuis le mois de janvier 2020. Voilà. Et je découvre grâce à vous évidemment tout ce qu'on peut mettre en place en formation à distance, parce que c'est quelque chose avec lequel on travaillait très très peu pour l'instant. Et là, le confinement nous a obligés à développer, à essayer de développer ce type de formation donc, avec nos stagiaires. Et on est encore sur les balbutiements, mais ça me permet effectivement quand même de voir un petit peu tout ce qui existe, de prendre des infos. Depuis 3 semaines, c'est même beaucoup d'informations, ce qui n'est pas toujours évident donc, à gérer, puis essayer de mettre en place petit à petit avec les stagiaires que j'accompagne. Dans un premier temps, on était effectivement sur du contact avant tout. Et puis maintenant, on arrive donc à partager les contenus, à
à proposer donc, des supports, à échanger ensemble. Ce qui n'est pas une tâche facile parce que j'ai pas mal de stagiaires à accompagner. Je suis tout seul à faire ça de chez moi parce que on a des collègues qui sont malheureusement donc, au chômage technique. Donc voilà, une grosse nouveauté pour nous, pour moi. Mais, et donc j'utilise beaucoup finalement tout ce que vous avez présenté là depuis plusieurs semaines déjà. Et bon, on va pouvoir échanger là-dessus. Merci, merci Eric. Alors, on a, à mon avis, deux Sandra pour clôturer. On commence par Sandra Filoche. Ah oui, oui. Et désolée, j'ai pas la caméra aujourd'hui, mais vous m'entendez? Ça va? On t'entend très bien. D'accord. Donc Sandra Filoche. Donc moi, je suis à la maison familiale rurale de la Bagotière, MFR, et donc je suis coordinatrice pédagogique et référente numérique, voilà, de la MFR. Et puis voilà. Je suis communautique depuis le début. Oui. On peut dire que tu es quand même pro de la multimodalité depuis un certain nombre d'années. Hein. Oui, Pro, en n'exagérant rien, mais voilà, j'essaie de faire bien comme je peux. Ok, merci Sandra. Et alors, donc, dernière participante, je ne sais pas, donc, parce que on n'a pas de prénom. On ne sait pas, finalement. Si vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour Jean-Luc. J'active mon micro, oui, donc c'est… très bien, c'est bien. Ah, ben voilà, donc c'est bien une deuxième Sandra, j'avais bien deviné. Bien Sandra de Santos, donc je ne mets pas ma caméra pour une raison de bande passante, parce que voilà, je n'ai pas un grand réseau, donc moi je suis chargée de projet au Centre de ressources illettrices, et donc j'ai suivi aussi, pas tout, mais avec attention, plusieurs webinaires que je trouve vraiment très intéressants, donc voilà, vraiment félicitations pour tout ce qui a été monté depuis le début, parce que vraiment, je trouve que ça permet d'échanger, de voir vraiment tout ce qui se met en place. Donc, je me suis connectée aujourd'hui pour la première fois en direct pour voir aussi ce qui va se passer, les échanges. Donc, moi, je suis plutôt là pour entendre les retours et voir comment ça se passe pour chacun, puisque je travaille surtout avec les organismes qui travaillent sur le lire, écrire, compter. Voilà. D'accord. Oui, oui. Et puis on a Cyril Moget qui est arrivé entre-temps et qui nous montre un joli vélo, mais qui va peut-être se présenter. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Tu peux activer ton micro, Cyril, si tu veux. Et puis te présenter rapidement, puisqu'on est peu, on a décidé de tous se dire un petit bonjour. Non, bon. Peut-être que… Peut-être pas de micro. Ouais. Bon, on verra tout à l'heure. Je profite, je fais un petit peu de com du coup, mais pour la bonne cause. Je profite que vous êtes plusieurs à être sur les dispositifs de projets professionnels et puis on va dire des publics plutôt sur les savoirs de base. Je vous mets dans le chat l'annonce donc d'un webinaire que j'aurai le plaisir d'animer, non pas de faire, mais d'animer donc mardi, sur des retours d'expérience comme aujourd'hui, avec deux établissements différents, mais sur des publics qui, à l'IFA et à 3IFA, vous connaissez bien, puisqu'il s'agit d'un CFA de chambre de métier. Et ils ont la même particularité tous les deux, c'est pour ça que je les ai invités à venir, c'est qu'ils sont partis de rien. Le 16 mars, ils avaient rien. Et donc, il a fallu faire. Et donc, aussi bien au CFA qui est arrivé à mettre en place des choses, que donc l'autre participant, donc l'autre témoin, est un formateur d'un dispositif de l'ADAPI d'Angers, et qui, eux, sont sur, effectivement, donc c'est un formateur qui intègre un groupe qui sont sur la définition, enfin la création des projets professionnels, et donc avec un public auquel ils n'auraient jamais imaginé proposer quelque chose à distance. Et je trouve qu'ils sont arrivés, enfin il a un témoignage intéressant qui fera certainement écho avec votre vécu également. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'écouter aussi ces témoignages-là, c'est l'occasion, vous pouvez vous inscrire. Après, ça sera disponible en ligne si jamais vous n'êtes pas disponible. C'est mardi à 11h. Sinon. Bien, alors, on avait eu l'idée avec Christophe de se dire on va se faire un temps où on puisse effectivement échanger un petit peu sous une forme de discussion informelle, non pas forcément de coin de comptoir, mais savoir quels étaient…
quelles étaient les pistes intéressantes. Et du coup, Maxime et François-Régis nous avaient mis des petits posts sur le Padlet. On les en remercie, même si on n'arrivait pas à trouver celui de Maxime. On n'a pas suivi la formation utiliser son Padlet avec Christophe, donc c'est pour ça. En fait, il n'est pas allé jusque-là, parce que il n'est pas allé jusque-là, et du coup… Donc voilà, donc on a mis un peu de temps. Juste en vous attendant, donc Maxime nous expliquait effectivement qu'ils avaient déjà un outil et que face à l'urgence, et puis pour répondre peut-être justement plus rapidement à cette urgence, tu as été amené, toi, à mettre en place d'autres outils, on va dire. Et surtout avec une organisation, c'est ce que je trouve intéressant dans ton exemple, c'est qu'on est sur une organisation qui relève plutôt d'un projet très structuré, où on prend le temps de construire, d'élaborer, mais malgré tout pour faire ça dans l'urgence. Donc, est-ce que tu peux nous dire ça en quelques minutes, ce que vous avez fait? En fait, on s'est retrouvé, comme tout le monde, à devoir gérer avec les moyens du bord. Et le problème, c'est que nous avions des enseignants déjà impliqués sur le LMS utilisé par le CFA, donc c'était assez facilitant, c'est It's Learning. Mais on avait une part assez importante d'enseignants, notamment d'enseignants de pratique professionnelle, donc experts métiers, qui n'avaient pas forcément utilisé encore le LMS It's Learning. Il fallait donc trouver une solution pour les accompagner en perdant le moins de temps possible. Et le LMS le plus adapté à ce genre de projet, c'est plutôt Moodle. Donc, on a dit, on va utiliser le LMS le plus adapté à chaque usage. It's Learning, pour ceux qui ont déjà une sensibilité sur le digital learning et qui peuvent facilement s'approprier ce LMS parce qu'il est vraiment conçu pour les formateurs. Là où un Moodle est beaucoup plus conçu, dans un premier temps en tout cas, pour une cellule qui va déposer du contenu que les enseignants communiquent. Donc, j'ai travaillé d'une part avec les experts métiers, essentiellement, et d'autre part avec les enseignants qui utilisaient déjà le LMS du CFA. Donc, je ne sais pas si je peux aller plus loin. C'est un petit peu, excuse-moi, c'est un petit peu le paradoxe du coup, c'est d'avoir choisi un LMS qui, on le sait à peu près tous, c'est quand même un LMS soit très complet sur le plan des fonctionnalités, mais plus complexe également à mettre en œuvre et à organiser. Mais malgré tout, vous avez choisi celui-là pour que justement, ça soit plus facile pour ceux qui n'avaient pas les compétences. À administrer. C'est un peu le paradoxe. Voilà, parce qu'en fait, les enseignants qui n'ont pas les compétences me communiquent leurs ressources et je travaille avec eux et c'est moi qui dépose et qui crée des parcours. C'est beaucoup plus facilitant Moodle de ce côté-là. Donc, j'ai pris un serveur sur, je crois que c'est OVH, j'ai mis le Moodle et puis c'est parti. J'ai installé un thème, c'est le même, je crois que vous utilisez Stratis. Donc sur l'espace, on continue à former. Voilà, exactement. Et donc vraiment, il s'agissait avec eux de formaliser les objectifs d'apprentissage pour créer des ressources de cours synthétiques et responsives, parce qu'on a aussi ce problème de ressources qui sont envoyées sous format Word, par exemple. Ensuite, créer des activités d'ancrage, donc des petits quiz, etc., des interrogations, corrigées manuellement, parfois par les formateurs, qui, sur des actions très spécifiques, sont parvenus quand même à s'approprier l'outil sur des fonctions très spécifiques, comme une correction manuelle d'une réponse d'un apprenti sur le LMS. Je pose une question, il répond avec son clavier. Eh bien, l'enseignant maîtrisait assez facilement la correction. La coproduction également de Serious Game avec eux, des choses encore simples. Par exemple, je ne sais pas si je peux vous montrer un qui veut gagner des millions, par exemple, que j'ai fait avec Storyline. Bon. Et on peut gagner aussi, alors oui, bon. Si vous voulez... Alors oui, on a il faut que ça soit assez bref pour qu'on ait le temps d'échange, mais tu peux, donc je t'ai indiqué tout à l'heure, en bas, tu peux choisir de partager ton écran et donc je ne sais pas si là vous voyez. Oui, ça y est. Bien. Donc vraiment, vous avez le cours avec des choses simples, les fiches de matériel en coiffure et le Serious Game ici. Donc c'est du score fait sur Storyline. Je remets à 0. Donc vous vous entrez, mais je ne sais pas si vous entendrez les musiques. Et donc voilà, vous entrez votre nom. Voilà, et puis vous arrivez sur les questions. Bon, les premières questions, c'est un peu la réputation du jeu. Elles sont toujours très, très faciles. Et puis, après, voilà, vous avez
Vous avez les jokers, etc. Donc des choses simples. D'accord. Et donc là, comment bien évidemment, j'imagine ce ne sont pas les formateurs qui ont créé le Serious Game, ils t'ont donné les textes, on va dire, les questions. Voilà, exactement. Et puis j'ai mis sur Storyline, je vais transposer sur ma maquette Storyline pour créer facilement le quiz. D'accord. Et ça, par exemple, ça s'est fait dans un espace-temps de combien de jours? Alors, j'ai fait la maquette. Le plus dur, ça a été de créer toutes les combinaisons de 50-50 possibles, si vous connaissez le principe. Donc, il y a 96 diapositives, mais avec beaucoup de copier-coller. Ça m'a pris à peu près 10 heures de travail. Pour toi et… Juste pour moi. Et après, le formateur, en une heure, il complète le gabarit avec les questions et les jokers. Puisqu'il s'agit évidemment, il ne faut pas faire le 50-50 n'importe comment, il faut quand même induire une certaine difficulté. Également, une coproduction, mais là plutôt sur le tutorat, puisqu'on s'est aperçu que ce sera peut-être un des enseignements de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le tutorat a une importance capitale pour permettre d'avoir davantage de motivation. Et avec certains enseignants de pratique, on a mis au point, vous voyez, un espace pour la pratique. Donc, il transmet l'enseignant de coiffure des consignes. Et puis après, alors j'ai enlevé, normalement, on voit pas les noms. Voilà. Et donc, les apprentis transmettent leurs photos et il y a un feedback de l'enseignant avec une notation. Donc voilà à peu près des choses que j'ai mis en place avec eux, donc pour faciliter sur ce Moodle en tout cas la motivation. D'accord. Et là, en l'occurrence, aller mettre des commentaires, des annotations pour les formateurs, ça n'a pas créé de difficultés Non, parce que le plus dur souvent dans la prise en main du LMS, les commentaires qu'on a souvent, c'est « Oh là là, il y a tellement de choses, c'est compliqué ». Mais quand on monte une tâche très précise à faire, forcément, elle est assez simple à réaliser. Tu leur as fait des petits tutos, par exemple Même pas, je leur ai dit où aller et vraiment sur ce genre de tâches simples, ils ont réussi tout seuls, donc c'est plutôt une bonne surprise. D'accord. Mais ça rappelle le besoin, c'est vrai quand on a fait des formations sur un LMS, de ne pas avoir trop de fonctionnalités au début et de se concentrer sur des points très précis. Alors, je ne sais pas comment j'arrête le partage. Tu retournes en bas, je crois. Il doit y avoir quelque chose qui s'appelle arrêter le partage. Voilà, parfait. On arrive même à former Christophe en ce moment sur Moodle. C'est possible. Après, sur les enseignants experts métiers, les anciens experts métiers déjà sur e-learning et les autres enseignants, on s'est plutôt attaché à faire des formations sur la production de fiches synthèse, la création d'activités sur des outils encore simples comme Quizlet. Parce qu'avec Quizlet, en 30 secondes chrono, vous pouvez faire une activité de révision de vocabulaire, en plus compatible avec les allophones et les publics dyslexiques et dysorthographiques. Parce qu'en fait, le logiciel, quand vous trompez de quelques lettres dans le mot de vocabulaire, il va vous épeler votre erreur, lettre par lettre. Donc, et en 30 secondes, vous avez paramétré votre exercice. Donc, c'est des choses très simples. Et puis également des tutoriels, par exemple, pour faire des screencasts. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer, par exemple, un PowerPoint, eh bien, on propose à l'enseignant de le commenter, son PowerPoint, et il intègre ce commentaire dans son PowerPoint. Comme ça, l'apprenti, quand il consulte le PowerPoint, il a le texte, mais il a également l'explication de l'enseignant qui a lu le PowerPoint. Et avec quoi? Avec quel outil, par exemple PowerPoint. PowerPoint, on peut avec intégrer… PowerPoint, d'accord. Oui. Ok. Avec l'extension Mix, du coup Même pas. Même la version de base, elle permet d'ajouter de l'audio. Ouais. Et puis, des activités de classe virtuelle également sur Big Blue Button, comme il est en HTML5, et ben en fait, il n'y a rien à télécharger. L'apprenti, il clique sur le lien, il arrive tout de suite dans la classe virtuelle. Retour de tout cela, parce que là, tu parles beaucoup de ta relation, toi, au formateur, et derrière, le formateur a dû agir au niveau des apprentis. Comment ça s'est passé? Est-ce que les formateurs commencent à prendre le relais en disant tiens, je crée des choses? Est-ce qu'ils t'interpellent souvent parce qu'ils ont des problèmes ou pas? Comment ça se… Alors, sur Quizlet, oui, j'ai eu des questions, par exemple, toutes bêtes. Est-ce qu'on peut y accéder sans avoir un compte? Donc, oui, l'apprenti peut y accéder sans avoir un compte. Ils ont du coup des enseignants ont déployé des Quizlets sur leur LMS, e-learning.
Sur la classe virtuelle, on commence à avoir quelques enseignants qui s'y mettent, même si d'autres étaient déjà sur Teams. C'est-à-dire que la plus-value de Big Blue Button par rapport à Teams, c'est surtout sur la gestion de l'enregistrement qui est déposé directement sur un espace. Et vous avez ensuite juste à mettre le lien vers l'enregistrement dans votre LMS. Comme ça, les apprentis qui auraient loupé la classe virtuelle peuvent y accéder. Donc après, sur les formations, etc., c'est en cours de lancement, c'est même lancé. Mais globalement, on a encore quelques semaines pour finaliser tout ça. C'est vrai qu'on a dû agir en urgence et les choses se mettent en place progressivement. Après, sur les difficultés éventuelles, comme je le disais, surtout de mobilisation, on a des jeunes décrochés comme dans beaucoup d'établissements, j'imagine. Et on a remarqué que seul un tutorat extrêmement proactif de l'enseignant permettait de limiter le nombre de décrocheurs. Et je renvoie par exemple à l'étude que vous aviez fait Communautique sur les bénéficiaires du programme Calif, qui avait fait une formation e-learning. Vous posiez cette question justement sur la nature du tutorat. Et on constatait dans la majorité des cas, il fallait une sollicitation du tuteur pour déclencher un tutorat. Et en fait, nous, on se dit plutôt, on va avoir des tuteurs qui sont proactifs et qui vont d'eux-mêmes contacter les jeunes pour les remobiliser. Mais c'est très chronophage. Et évidemment, dans la situation actuelle, c'est possible. Mais demain, quand les formations reprendront normalement, il y aura de nouvelles contraintes qui imposeront d'autres architectures. Et puis enfin, l'usage du téléphone portable. Peut-être la question d'ailleurs de se dire ce sera quoi la normalité demain. Et peut-être que la normalité ne sera pas celle d'avant, ce sera peut-être celle d'aujourd'hui, et ce sera peut-être finalement une intermédiaire entre les deux qu'il va falloir créer, qu'il va falloir inventer, en disant tiens, on va garder ce qui était bien, on va virer ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne, voilà, où on va trouver des solutions aussi pour des gens qui ont PC, ou qui ont une très mauvaise connexion, etc. Mais peut-être que finalement, ce qu'on entend partout, mais on en parle nous aussi en interne au niveau de la région, de se dire, mais finalement, c'est peut-être que le demain ne sera pas exactement. Il faut peut-être en profiter pour se dire que le demain ne sera pas exactement comme hier. D'autant qu'il peut y avoir une période de transition où on n'est pas sûr que les établissements rouvrent à tout le monde et peut-être la multimodalité prendra sa place. Puisqu'il n'y aura pas forcément d'autres solutions dans un premier temps. Et puis la transition, elle risque de ne pas être uniquement du 12 mai, enfin du 11 mai jusqu'à, on va dire, fin juin. Elle risque d'être pendant peut-être 2 ans avec des périodes de reconfinement, des périodes où on va nous dire on est en train de revenir, rentrez tous chez vous, etc. Donc c'est peut-être aussi s'habituer à dire, alors sans être dans l'urgence dans laquelle vous avez été aujourd'hui, il y a un mois, mais se dire finalement, il faut qu'on soit prêt à dire, ça y est, c'est bon, je mets mes chaînes et je peux monter le col, quoi. Voilà. Mais au moins, j'ai des chaînes maintenant dans le coffre, quoi. Après, on a l'image. on voit le montagnard de Caen. Reste le problème du téléphone portable. C'est très difficile aujourd'hui de concevoir un dispositif avec des jeunes qui sont uniquement sur leur téléphone. Ça replace le LMS au cœur des dispositifs d'apprentissage, mais ça a ses limites. Même si en fonctionnant exclusivement, enfin quasiment exclusivement par des activités et par des devoirs, on oblige finalement les apprentis, même s'ils sont sur leur téléphone, à s'engager cognitivement dans l'apprentissage des leçons. Parce que malheureusement, on sait très bien que si on envoie juste des ressources statiques, PDF, Word, etc., elles seront lues soit en diagonale, soit pas lues du tout. Est-ce que vous avez perdu, vraiment vous dites aujourd'hui, il y a un tiers des apprentis, on les a perdus parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que c'est compliqué, parce qu'ils n'ont plus envie, parce que voilà, et on leur apprend de l'hôtellerie. Qu'est-ce qu'on va leur apprendre de l'hôtellerie à distance ou je ne sais quoi, voilà. On a à peu près 20 à 30% d'apprentis qui sont identifiés comme en décrochage plus ou moins partiel. Soit vous avez des apprentis qui ne sont jamais venus, mais ça, ils sont très rares. Soit vous avez des apprentis qui sont venus au début, mais qui se sont désengagés pour diverses raisons. La principale étant peut-être que le contenu a peut-être mis un peu de temps à arriver dans certaines disciplines. Et ça aussi. Ou alors, le contenu est arrivé d'un coup, mais n'a pas ensuite été réalimenté suffisamment rapidement. Il y a vraiment aussi, on a insisté auprès des équipes sur la nécessité, si vous avez déjà beaucoup de contenu, il faut peut-être le distiller de manière très séquentielle et progressive afin d'inciter l'apprenant à le fidéliser en fait à la plateforme.
Ça rejoint l'échange qu'on avait avec, j'ai perdu son prénom, M. Botois, Frédéric Botois du CAFOC Normandie. Du CAFOC, merci Christophe. Qui était de dire, on a les formateurs, et nous y compris, hein, on a tous ce défaut-là au début de vouloir en donner trop parce qu'on a l'impression de ne pas en donner assez. Et finalement, on les noie. Ça peut peut-être bien marcher pour des masters, mais il n'y a pas besoin d'être master. Hein, même à des niveaux en dessous, on risque vraiment de noyer, y compris sur des publics adultes qui perdent pied parce qu'ils ne comprennent pas comment ils doivent gérer et qui se disent « je ne vais jamais y arriver », vu la masse de choses qui m'arrivent. Vous avez certainement entendu ça aussi dans les reportages télé avec les enfants. Dans les écoles qui disent oh, mais on a plein de devoirs qui arrivent et voilà, ils ont l'impression d'être noyés sous les devoirs parce que, comme tu viens de le dire, Maxime, ça, au lieu de le distiller, ça leur a certainement été envoyé d'un seul bloc. Quoi. C'est pour ça que la notion de, vous savez, avec les stages, pardon Christophe, les stages ABC, ça on oublie. Hein. C'est-à-dire que tout le monde les cours sont envoyés à tout le monde au même moment parce que sinon on a trop de difficultés à s'en sortir. Est-ce que, si je pose des questions, mais allez-y, hein, moi j'ai toujours 50 000 questions à poser, mais ça alimente aussi nos réflexions, nous, internes, sur la manière d'acheter de la formation demain, la manière de gérer ces formations demain. On parlait de personnes qui n'ont pas de PC, on est déjà en train d'y penser, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait demain pour ces personnes qui n'ont pas de PC, etc. Est-ce que tu sens parmi les formateurs des formateurs qui disent ah oui, ça finalement c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder pour le futur quoi qu'il arrive. Tu me parlais de proactivité par exemple, ça c'est quelque chose sur lequel on bassine tout le monde en disant mais essayez de faire du tutorat préactif, enfin faites du tutorat proactif s'il vous plaît. On sait bien que c'est pas facile, que ça prend du temps, etc. Est-ce qu'il y a c'est pas forcément ça, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles ils disent alors ça, tu vois vraiment, Maxime, on a envie de le garder parce qu'on trouve ça vraiment bien, les stagiaires, les apprentis réagissent bien, etc. Les devoirs, principalement, la fonctionnalité devoir est assez appréciée. Les activités aussi, puisqu'elles permettent en fait les formateurs prennent conscience, je pense, avec le temps, qu'aujourd'hui, nos jeunes n'arrivent plus à apprendre par cœur. Notre génération et celle d'avant, quand on voulait apprendre quelque chose par cœur, on cachait des bouts de cours, on essayait de se souvenir de ce qu'on a caché avec notre main, on faisait des fiches synthèses. Mais tout ce travail-là, aujourd'hui, nos jeunes sont de plus en plus en difficulté parce que les tables de multiplication, les fables de La Fontaine à apprendre par cœur, tout ce genre de choses, on a passé ce temps-là. Et donc, nos jeunes ont des difficultés à apprendre par cœur. Et il faut leur donner des exercices pour qu'ils puissent apprendre le cours, le travailler intellectuellement. Et les formateurs en prennent conscience que ce genre d'activité, ça peut les aider et ça peut surtout aider les apprentis à réviser leurs cours et à venir dans les sessions de formation suivantes avec davantage de prérequis. Et également, ça permet d'avoir un visu sur le travail de l'apprenti. L'apprenti est quelqu'un qui peut parfois être de mauvaise foi en disant « j'ai travaillé », mais il n'est pas non plus de totale mauvaise foi. Si on lui demande par A plus B qu'il n'a pas assez travaillé, il entend dans la majorité des cas. Et donc, ça permet d'engager des actions de remédiation. Qu'il a travaillé, mais pas comme il faudrait, en tout cas que voilà, son travail n'a pas été efficace et que… Voilà. Donc ça, c'est sur les activités, mais également les fonctionnalités de devoir. C'est vraiment des outils qui sont plébiscités. Le tutorat un peu moins parce que les formateurs qui sont très impliqués dans le tutorat proactif savent que ça prend beaucoup de temps et ne se sentent pas prêts avec leur face-à-face pédagogique classique à l'assurer. Mais il peut y avoir des fonctions de tutorat qui peuvent se créer au sein des établissements. Ok, merci. François-Régis, ça c'est pas vous, c'est pareil. Vous aviez à l'IFA déjà deux plateformes même, hein, puisque il y avait effectivement Dokeos et puis oui, enfin 3 avec la nouvelle, mais déjà deux. Non. C'est-à-dire qu'en fait, déjà 3 avant. On a une multiplicité d'outils parce qu'en fait, on a des outils qui sont aussi utilisés dans certaines matières. Alors d'abord, on a un LMS qui s'appelle Dokeos, qu'on a depuis 2010 ou 2011 à peu près. L'actualité, c'est qu'on était en train d'en changer l'année passée, donc on passe maintenant par Moodle. Et puis, on était en train d'architecturer la plateforme au moment où le confinement s'est passé, donc ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour l'instant parce que les équipes ne sont pas formées. Mais en même temps, à côté de ça, on a aussi d'autres plateformes qu'on utilise. On va utiliser une plateforme de contenu de cours qui s'appelle EduClever,
qui a été utilisé. Donc, c'est un éditeur je ne sais plus quel est cet éditeur d'ailleurs, qui faisait des livres scolaires et qui a décidé de faire une plateforme. Et donc, il propose des contenus, ça va du CP jusqu'à la terminale dans tous les domaines. Alors, on a toutes les matières quasiment, sauf les matières professionnelles. Donc là, c'est un peu plus compliqué. C'est une plateforme qui permet d'accéder à des contenus, de structurer des parcours qui sont ensuite proposés donc, aux apprenants. Et puis, c'est aussi une plateforme avec laquelle on peut faire donc, des tests, des outils de quiz, avec un outil de quiz qui est assez complet, assez développé. Et puis, on peut aussi mettre sur cette plateforme ses propres ressources. Donc, finalement, cette ressource-là, au moment du confinement, on a anticipé 10 jours avant, on a eu une réunion avec le directeur qui nous a dit qu'est-ce qu'on fait si demain on nous demande de fermer parce qu'il y a un cas de Covid à l'IFA. Donc on avait commencé à anticiper, on avait commencé à faire un petit point avec Christina, ma collègue, pour savoir quelles étaient les ressources que l'on avait de ce côté-là. Donc Dokeos, Moodle inutilisable, EduClever que l'on avait sollicité, et puis une plateforme par exemple d'anglais qui s'appelle eFlex, qu'on a utilisé aussi pour des publics de BTS. Et en restauration, on avait aussi un responsable de filière qui avait mis en place Open Classroom. Donc on avait Classroom. On avait donc un certain nombre de supports sur lesquels on pouvait justement déposer des ressources. Et puis on a une autre plateforme, enfin ce n'est pas réellement une plateforme, c'est Netipareo, qui est un outil donc, qui est proposé par un éditeur pour permettre de gérer tout ce qui est à la fois appel, saisie des notes, des bulletins scolaires, etc. et qui permet de déposer donc, des contenus à destination des apprenants. Et en même temps, les apprenants peuvent déposer leurs travaux sur Netipareo. Alors bien sûr que c'était compliqué d'utiliser ce support-là parce que malheureusement, ça allait chauffer avec la masse des documents qui seraient déposés. Donc ça a été utilisé dans un seul sens. Donc à l'IFA, on a une organisation un peu particulière, c'est qu'on travaille par filière. Donc on a des métiers, on a l'hôtellerie-restauration, la gestion bureautique, on a tout ce qui est commerce, vente, service, on a la documentation d'entreprise, on a la pharmacie, on a la pédagogie et l'orientation. Et donc, chaque filière a quelque part s'est approprié un des outils ou plusieurs outils à la fois. Et puis ensuite, on est parti dans le noir et on s'est tous confinés. Donc, après, une fois qu'on avait fait ce travail au départ où on avait un peu orienté les choses et chacun savait ce qu'il allait faire, ça a été difficile de communiquer entre les filières, même si on a eu des réunions de filières quand même organisées par le directeur de l'IFA. Mais chaque filière a vécu finalement sa propre organisation. Et vous, du coup, en tant que cellule support, vous avez dû apporter du support sur tous ces environnements. Ça crée une complexité, simplification pour les formateurs, mais complexité pour vous, j'imagine. Alors, exactement. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est intervenu en support sur les formateurs sur d'autres outils complémentaires. Parce que dans les filières, il y avait déjà une habitude pour utiliser, Maxime le disait tout à l'heure aussi, il y avait certains formateurs qui étaient habitués à utiliser la plateforme It's Learning. Pour nous, c'était pareil. On avait un institut, la distribution en particulier, qui utilisait Dokeos tout le temps. Donc, ils sont passés sur Dokeos à 100% et ça, ils l'ont bien géré. Nous, ce qu'on a proposé, finalement, ce sont des outils qui étaient utiles à tous les formateurs. Parce qu'à l'IFA, on a à la fois des permanents, mais on a aussi beaucoup de vacataires qui se sont retrouvés complètement isolés et qui travaillent souvent pour plusieurs centres. Donc, ce qu'on s'est dit avec ma collègue, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme support. Donc, on a fait des sessions de formation. On a commencé à les faire le vendredi 20 mars. On s'est arrêté la semaine dernière, le 10 avril. On a proposé à peu près 22 sessions de formation à raison d'1 heure le matin et 1 heure l'après-midi sur les outils suivants. Donc, on a travaillé d'abord sur Dokeos parce que c'était notre plateforme. On n'a pas formé longtemps. Après, on n'avait plus d'inscrits parce que finalement, il y avait déjà pas mal de formateurs qui étaient habitués à l'utiliser. Puis ceux qui ne l'utilisaient pas n'avaient pas de raison de s'inscrire. Ce n'était pas leur priorité sur le moment. On est passé aussi sur Classilio. C'était notre outil de classe virtuelle. La même chose. On ne l'a pas utilisé très longtemps parce que d'abord, on n'a qu'une seule salle, une salle de 15 places.
Vous imaginez que pour l'établissement, c'était compliqué de gérer ce genre de choses. Donc, en fait, les 3 outils qui ont emporté le plus l'adhésion, ça a été Zoom, donc l'outil sur lequel on est en ce moment. On a eu quasiment 7 ou 8 sessions de Zoom. On a aussi développé une formation Padlet pour proposer aux formateurs un outil, un espace collaboratif, hein, comme on le connaît ici. Et c'était assez pratique parce que ça peut servir aussi d'espace de dépôt. Et le dernier outil, c'est Google Drive. On a essayé de faire en sorte que les équipes se fédèrent et on a proposé 2 outils, des fichiers tout simplement qui seraient déposés sur des drives et qui permettraient aux différents formateurs de saisir à la fois leur progression et puis les réalisations, les remarques, c'est-à-dire être capable de dire qu'il y a un souci avec tel apprenant qu'on a perdu, il y a telle difficulté rencontrée par tel autre apprenant, et plutôt que de s'envoyer des mails à longueur de journée et puis de se prendre au téléphone ou pas, enfin bref, c'était un peu compliqué de gérer tout ça. Au moins en temps réel, on saisissait une information quelque part et on savait que si on avait besoin d'avoir de l'info, il fallait aller sur ces documents pour en avoir. Donc voilà, ça a été franchement… Oui. Oui, non, je veux dire, c'est intéressant cette dimension que tu abordes parce que bon, on parle beaucoup effectivement de pédagogie, hein, comment on forme et comment on met des choses à disposition, comment on crée des activités, etc. Mais ce que tout à chacun, enfin je pense à vous tous en particulier, ce que vous avez vécu à 100%, peut-être découvert pour certains, c'est aussi le travail en équipe à distance. Et ça, pour beaucoup, c'est quand même quelque chose de nouveau. Oui. Complètement. Nous, on avait alors, il y a certains instituts où il y avait des réunions Zoom 2 fois par semaine. Et puis moi, je travaillais pour un institut parce que j'ai aussi une casquette de formateur pour 10-15% de ma fonction. Je suis encore formateur. J'ai une filière où il n'y a pas eu une seule réunion Zoom. Donc, on a navigué avec ces documents Google Drive à distance, mais on n'a jamais recréé finalement de la présence à distance. Donc ça, c'était un petit peu dommageable parce qu'on s'est senti parfois isolé. Faut quand même le dire. Oui. Il n'y a pas que l'isolement de l'apprenant. Il y a l'isolement du formateur qui a besoin. Bon, les indépendants, eux, ils sont indépendants, hein, mais tous ceux qui ont l'habitude de travailler en équipe, effectivement, ça a été une rupture et une difficulté supplémentaire à ajouter à celle de devoir effectivement enseigner à distance. Mais oui, mais quand tu parles aussi des indépendants, ils n'ont pas été si à l'aise que ça parce que du coup, ils avaient besoin quand même des informations de la structure. Donc, il fallait que la structure soit capable de communiquer avec eux. Donc, à travers les formations que l'on a dispensées avec Christina, on s'est retrouvé avec un volant hyper important de vacataires qui intervenaient pour un autre centre qui fait partie aussi de l'IFA, qui s'appelle le CEPIC. Et là, on a formé pratiquement la moitié des personnes que l'on a formées étaient issues de ce centre qui est beaucoup plus petit que l'IFA, mais par contre qui fait appel à un nombre très important de formateurs vacataires. Et ces vacataires-là sont venus, ils ont trouvé une sorte de convivialité dans les Zooms que l'on proposait sur les différents outils. Alors on les a retrouvés 1 fois, on les a retrouvés 2 fois, 3 fois, et puis il y a eu des échanges, et puis ils nous ont remerciés parce que justement, ils n'avaient pas cette proximité avec la structure, à part ces moments de formation où on a pu les aider. D'accord. Peut-être des réactions merci déjà François-Régis pour ce témoignage. Moi, je rejoins complètement ce qui s'est dit en tant que manager à responsable pédagogique. Non seulement c'est une période où on a dû s'adapter, mais effectivement, on parle des apprenants, mais pour engager les apprenants dans cette nouvelle façon de travailler, il faut d'abord que les formateurs en soient convaincus et l'utilisent. Et forcément, derrière, il n'y a pas eu d'accompagnement là. Parce qu'on a été, je vois par exemple, tu parlais de Zoom, François-Régis. On a utilisé Zoom sur des équipes de travail qui ne connaissaient pas du tout la façon de travailler, notamment sur de la visioconférence, puisque nous, par définition, on a des réunions pédagogiques tous les vendredis, on se voyait en présentiel, on échangeait en présentiel. Donc, il a fallu non seulement que les gens, que les personnes, que les professionnels, les collaborateurs puissent s'immerger un petit peu dans ce monde et se l'accaparent et se l'approprient d'une façon autodidacte, pratiquement.
D'où l'importance d'accompagner aussi, d'impulser ces dynamiques et communautiques. C'est pour ça que, bon, on me dit que je suis infidèle, mais oui, c'était très intéressant, c'est qu'il y a des outils et des moyens qui permettaient aussi d'échanger, d'envoyer des tutos, d'inciter cette démarche pour que cette nouvelle pratique puisse s'approprier auprès des uns et des autres, quoi. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Nous, on rejoint un petit peu la travailler aussi François Régis, c'est que comme je l'ai expliqué dans peut-être plusieurs communautés, plusieurs webinaires, c'est que on a utilisé, nous, déjà le Drive depuis un bon bout de temps. Pourquoi? Parce qu'on est répartis sur plusieurs territoires. Et la façon aussi d'échanger les informations en direct, suivre l'évolution des stagiaires, qu'un formateur soit sur le site du plateau nord du Havre, du plateau sud, et puis c'est au courant de tout ce qui se passe en temps réel, ben effectivement, on a utilisé déjà le Drive depuis, allez, je dirais, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on utilise le Drive et que j'ai accompagné les équipes en utilisant justement ces moyens collaboratifs. D'accord. Ok. Alors nous, nous aussi, ce que disait Mathieu, je crois que c'est Mathieu, on a aussi un LMS, c'est qu'on utilise, on a eu l'occasion de l'avoir lors de la présentation de la webinaire, on utilise aussi la plateforme Dahlia, notamment pour les niveaux A1, A2, voilà, un petit B1, voilà, on utilise Dahlia. Et le fait aussi de faire travailler les 2 ans et demi, 3 ans sur du développement de ressources Dahlia nous a permis d'injecter au fur et à mesure des choses qui avaient été faites, des choses qui avaient sur des blocs dans Dahlia pour que le stagiaire puisse dire bah, tiens, ça c'est, et je rejoins ce que disait Maxime, c'est nouveau, je vais aller voir, et qui n'est pas au début d'outils, mais en fonction du niveau des personnes, on peut attribuer des blocs suivant les niveaux des personnes. En envoyant un petit mail, bon bah tiens, tu nous as demandé ça, tu vas voir sur le bloc, on a remis des choses et on peut injecter au fur et à mesure des nouveaux blocs pour que le stagiaire puisse évoluer et avoir cette appétence. Parce que quand il y a tout un… C'est comme s'il se retrouvait devant 14 tomes d'une encyclopédie. À un moment donné, ça risque de provoquer l'effet contraire. Bien sûr. Donc, on a travaillé ça et on s'est rendu compte. Et c'est grâce à cette méthode-là qu'on a maintenu la dynamique sur des publics du socle notamment. Une question un peu à vous tous. Est-ce que vous avez le sentiment que, on va dire, cette contrainte qui nous a été imposée à tous et donc qui a été imposée aux formateurs, a permis à ceux qui jusqu'à présent étaient incertains, voire un peu rétifs à passer au numérique? Est-ce que finalement, le fait d'avoir obligé ce passage-là a levé quand même certaines appréhensions, voire des freins? Je ne dirais pas qu'ils sont devenus geeks, ce n'est pas le but non plus, mais du coup, ce passage, cette marche qu'on avait du mal à leur faire grimper, est-ce que du coup ça s'est fait? J'ai l'exemple. On a un formateur chez nous qui enseigne les mathématiques, enfin qui enseigne les mathématiques. Et donc, c'est une personne qui est, par rapport à la pyramide des âges de Récif, on est sur une moyenne de 48 ans, à peu près la pyramide des âges des formateurs. Ce formateur-là était un formateur qui a la soixantaine, qui approche bientôt de la retraite. Et donc, moi, je l'accompagne depuis un certain nombre de temps sur un peu l'évolution de sa pratique professionnelle. Et il disait toujours « Oh, ben, je suis vieux maintenant, je suis vieux maintenant ». N'empêche que, avec les événements qu'il y a eu, c'est le premier à avoir créé une classroom avec son groupe. Donc, il est allé voir un peu comment pouvait créer une classroom. Il était tout content de me dire, j'ai créé ma classroom. Et grâce à ça, en fait, parce que ce qui est intéressant dans ce qui se passe, même si on était contraint de s'habituer à une certaine pratique ou de s'adapter, c'est que comme on est dans du collaboratif, les uns les autres voient ce que font les collègues, voient ce que font les autres formateurs. Donc, il y a une espèce de concurrence tacite, sans vouloir être concurrentiel, mais en disant, bah, tiens, eux, ils ont réussi, pourquoi moi, je ne vais pas y arriver? C'est plutôt intéressant quand on est dans du collaboratif parce que tout le monde voit en temps réel ce qui se passe et ce qui évolue. Marie-Odile? Alors moi, je dirais que nous, on était complètement pas performants au niveau
du secteur insertion, parce qu'il y a d'autres secteurs chez Fodeno. Donc, on a laissé passer la première semaine en sachant pas très bien comment ça se passerait. On avait parlé de chômage technique, enfin partiel, bon voilà, très bien. Et assez vite, on s'est réunis au niveau des formateurs du secteur insertion, avec des niveaux de compétences variables, on va dire, d'un formateur à un autre. Moi, je fais partie, j'avoue, simplement de ceux qui sont, voilà, qui suivent plan-plan. Voilà, je ne suis pas nulle, mais je ne suis pas du tout performante. Je ne suis pas geek du tout. Et donc, en fait, c'est pas… Enfin, oui, la notion de concurrence, mais en fait, on est plutôt dans l'entraide. Parmi nous, il y en a qui sont bien plus à l'aise, qui ont déjà expérimenté ou qui ont des raisonnements, voilà, et ça va plus vite. Et donc, on est dans une qualité d'échange de pratiques. Si on bricole sur un aspect, on n'a pas de complexe à demander aux collègues lors des deux. On fait 2 réunions avec Hangouts par semaine, qui durent chacune à peu près 3 heures. Donc, on a le temps d'échanger des pratiques et aussi sur la vie, enfin sur les cours, le suivi des stagiaires. Mais voilà, c'est le mot concurrence, c'est une un auto-entraînement, un auto-encouragement. Voilà. Mais c'était peut-être dans ce sens-là que Bertrand voulait le dire. Oui, voilà, peut-être. Je parlais de concurrence. Je parlais de concurrence dans le sens. Je parlais de concurrence dans le sens d'être impulsé par voilà une envie de suivre un peu le mouvement. Voilà. Tirer vers le haut. C'est plus dans cette notion-là, puisque l'idée c'est que de toute façon, on a tous les mêmes stagiaires. Et avec des stagiaires, ils vont faire la comparaison. Avec un tel, on travaille comme ça, c'est bien, on apprécie, etc. Donc forcément, derrière, il y a forcément une différenciation pédagogique qui va être notée par les apprenants eux-mêmes. Donc voilà, c'est plutôt… Et puis il y a aussi des personnes qui, comme je le disais, qui hésitent, non pas par non-volonté, mais par crainte, par peur, parce qu'ils ne connaissent pas du tout le digital ou collaboratif. Donc, il y a des gens par crainte ou par peur qui vont justement avoir besoin d'être un peu bousculés un petit peu. J'ai la même question que je posais tout à l'heure à Maxime. Est-ce que côté apprenant, vous diriez il y en a 20 à 30% qui ont décroché et qui attendent grosso modo qu'on revienne à la normalité, ou plus ou moins ou… On a eu l'occasion de tâter un petit peu le terrain, puisque on leur a envoyé tous, ils ont une adresse de toute façon GLL, puisque dans le cadre des stages région, ils doivent avoir une adresse pour recevoir leur bulletin de salaire en digitalisé, etc. Et donc, on a envoyé un questionnaire sur lequel ils ont répondu. 93% des stagiaires souhaitaient un regroupement, par exemple Visio, souhaitaient un regroupement pour se voir, pour le contact. Donc, en fait, au début, on ne connaissait pas forcément Zoom. J'ai découvert Zoom avec le Communautique, voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et donc, je l'ai fait découvrir aussi aux autres, puisque c'est ça aussi la répercussion de ce qu'on peut faire quand on est responsable et tout ça. Donc, c'est important d'inciter les gens à suivre cette démarche-là. Et du coup, au départ, nous avons pris un canal qu'utilisent souvent les stagiaires, parce que même si, ce que disait Maxime, n'ont pas forcément d'ordinateur, il y en a beaucoup qui ont un smartphone. Et donc, nous avons pris le canal smartphone et on a pris le canal. Je leur ai demandé si dans le sondage, qu'est-ce qu'ils utilisaient le plus souvent? Skype, Facebook ou il y a une autre application. Donc, en fait, ils nous ont dit qu'ils se servaient beaucoup de Facebook et Messenger. Donc, on a fait des groupes de travail sur Messenger. Seulement, Messenger, le souci, c'est qu'on peut à 6. Donc, on a fait des demi-groupes pour travailler, voilà. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, grâce au départ, leur demander un petit peu ce qu'ils utilisaient, on est rentré à leur agilité à eux, quoi, en fait. C'est ça aussi le secret de la FOAD, c'est qu'il faut rentrer, ce que disait Maxime, c'est qu'il faut rentrer dans l'agilité du stagiaire, dans ce qu'il utilise le plus. Parce que de toute façon, si on n'a que sur du format papier à imprimer, déjà, il faut qu'il puisse l'imprimer, il faut qu'il puisse y répondre, il faut des choses facilitantes. Alors, c'est vrai que ça prend énormément de temps.
Parce que pour faire un Google Form ou pour faire des Learning Apps, etc., on va passer énormément de temps et ça, les centres n'ont pas forcément les moyens de passer sur du temps d'ingénierie et du développement. Donc, mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. C'est vrai que je ne crois pas trop au dogme, mais il y en a un que je pense de plus en plus adopter, c'est que plus quelque chose est simple côté apprenant, plus c'est complexe côté enseignant, et à l'inverse, plus quelque chose est simple à concevoir côté enseignant, par exemple envoyer ses ressources par mail, et plus c'est susceptible de générer de la complexité côté apprenant. On est tout à fait d'accord. Bien. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, on va devoir. On va clôturer sur ces bonnes paroles. C'était une belle conclusion. Merci Maxime. C'est c'est intéressant. Merci à toutes et à tous pour cet échange sans préparation particulière, puisque ce n'était pas le but. On peut se donner rendez-vous vendredi prochain. Peut-être qu'on orientera un petit peu alors peut-être un petit peu plus sur les apprenants. C'est vrai que du coup, on a beaucoup parlé comment vous avez fait dans vos établissements et avec les formateurs. Ça pourrait être intéressant. Je pourrais vous montrer le sondage et ce qui a été fait, ce qu'ils ont répondu. Voilà, commencer à avoir des retours. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission d'hier soir. C'était sur France 2, c'était et après. Voilà, donc, et après, justement, comment est-ce qu'on fera après? Vous parliez, c'est Christophe, je crois que tu disais, ça sera quoi la normalité demain? Justement, ça sera quoi la normalité demain avec des formateurs qui maintenant ont un socle, tous, qu'ils le veuillent ou non, ils ont ce socle de culture numérique et des apprenants également. Alors, bien sûr, ceux qui sont un petit peu perdus dans la nature. Je pense qu'on est tous d'accord que les 5% annoncés par l'Éducation nationale sont loin de la réalité sur ce plan-là. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, un excellent week-end. Merci encore pour cette participation. Merci à vous. Et puis donc lundi, à nouveau webinar avec Isabelle Dromot. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder le thème, je ne l'ai plus en tête. Mais je crois qu'on est sur les outils de veille et de curation. Oui, on est sur les outils de veille et de curation, c'est ça. Voilà. Donc ça peut être très intéressant. On prépare aussi l'avenir avec des outils comme ça. Après, c'est ça. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Portez-vous bien. Au revoir. Portez-vous bien. Allez. Au revoir. Au revoir.